Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'accueil, notamment Solveig pour l'invitation et l'accueil et la visite aujourd'hui du campus, mais évidemment aussi la REA pour cette invitation qui me fait très plaisir, puisque en plus je retrouve dans la salle un certain nombre de têtes que je connais. Je vais donc vous présenter aujourd'hui avec ce titre Kalos Kagatos, faire corps atlantique au XXe et XXIe siècle entre conformisme et subversion, deux dossiers en réalité, un autour de la figure d'Apollon sur laquelle j'ai longuement travaillé, et donc là j'aurai un discours peut-être plus construit que celui sur la deuxième partie qui portera plutôt sur le corps féminin et sur Aphrodite qui est plutôt le résultat de, justement pas encore tout à fait le résultat de travaux en cours. Donc pour commencer, Apollon, donc comme je vous le disais, c'est un dossier sur lequel j'ai travaillé pendant un certain temps, qui a abouti à une exposition dont vous avez l'affiche ici, qui est Tu Apollon de Julio Bona à la culture pop, qui a eu lieu en 2023 au musée à Lillebonne et qui portait sur Apollon. Alors c'était une exposition en commissariat avec également Tiffaina de Belbénard, Jonas Paretias et Élise Cousin. Et le but à la base de cette exposition, c'était de célébrer le bicentenaire de la découverte de l'Apollon de Lillebonne, que vous avez peut-être déjà croisé, gigantesque statue en bronze doré, malheureusement très fragile, et qui finalement n'a pas pu faire le voyage jusqu'à Lillebonne pour cette exposition, qui, tout en lui rendant un hommage très fort, est devenue une exposition vraiment sur Apollon et sa réception depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc, c'était un exercice intéressant parce qu'on a affaire à une figure que tout le monde connaît, mais, et donc bon, là je ne parle pas forcément des spécialistes de l'Antiquité dans la salle qui en savent plus, mais tout le monde, ou presque, a une vague idée de qui est Apollon, mais pourtant en fait ne sait vraiment pas grand-chose à son propos. Et quand on m'a proposé ce projet au tout début, moi j'ai cherché dans la culture contemporaine, actuelle, ce que je connaissais d'Apollon. Et je me suis dit, bah, Apollon aujourd'hui, c'est un dieu violent, violeur, méchant. Comment faire une exposition autour d'une figure pareille en parlant de la réception de l'Antiquité? Donc finalement, en creusant, on a trouvé plus de choses et on a abouti donc à une exposition en 5 sections. Donc Apollon et les siens, qui permettait d'introduire un peu la divinité, de revenir à ses origines, l'harmonie apollinienne, dont je vais vous parler aujourd'hui, sombre Apollon, dont je vais vous parler aussi, hein, ça va être justement ces côtés sombres dont au début on n'a pas su vraiment quoi faire, l'oracle, bien sûr, dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le sujet, le bel Apollon et ce qu'on a appelé le cabinet secret, dans lequel on a mis un certain nombre d'œuvres qui n'étaient peut-être pas destinées à tous les publics, non pas forcément en termes d'âge, mais plutôt en termes de sensibilité personnelle, et donc dans lequel on s'est aussi bien amusé à montrer un certain nombre de choses. Je vous laisserai chercher sur Google si vous êtes curieux. Il suffit de chercher Apollon et quelques mots-clés bien choisis pour trouver un certain nombre de choses. Donc la difficulté, c'était de couvrir quand même plus de 3000 ans d'histoire, des œuvres de toute nature. On avait de la bande dessinée qui côtoyait l'Apollon du Belvédère. Alors on n'avait pas l'original, mais on avait un moulage. C'était très difficile et finalement ce qu'on a fait, c'est qu'on a multiplié les niveaux de discours pour aboutir à ça. Et donc je me permets de faire une rapide publicité du catalogue dont on n'a pas vérifié s'il était disponible dans les bibliothèques de Bordeaux, mais s'il n'y est pas, c'est une erreur, qui est une vaste synthèse sur Apollon et sa réception, et qu'on a un peu réfléchi justement comme à la fois une synthèse sur Apollon, mais aussi un guide pour lire et comprendre la réception des images autour d'Apollon. Mais j'avance. Donc, Apollon, une des divinités les plus connues du panthéon grec, mais dont la complexité échappe souvent. Alors, mon choix d'illustration est peut-être un peu paradoxal, c'est parce que ce sont des images qui viennent de l'exposition. Hein, donc, ce n'est pas forcément les plus grandes œuvres avec Apollon. Et ça explique le choix. Donc, on pense aux grands mythes, aux ruines des sanctuaires, à Delphes, à Délos, à Claros, l'harmonie, on pense à l'art, aux muses, à la Pythie, aux oracles ou encore à la beauté. Énormément de choses, mais finalement des mots-clés derrière, il n'y a pas forcément grand-chose dans l'intérêt, disons, du grand public. Et ce qui est très intéressant avec Apollon, c'est le
double paradoxe du côté de la réception, c'est un dieu de l'harmonie violent. Et ça, quand on a commencé à se pencher dessus à travers la réception, c'était extrêmement intéressant, puisque derrière l'harmonie, on imagine mal un dieu en train de tuer des enfants à coups de flèche, ou de violer des jeunes filles qui doivent se transformer en arbres. Donc là, il y avait vraiment quelque chose qui nous a permis vraiment de construire quelque chose d'intéressant. Et ce qui va m'intéresser le plus aujourd'hui, donc je vais parler de cette harmonie un peu paradoxale, pour arriver à sa virilité, à sa masculinité, qui est aussi très ambiguë, puisque finalement Apollon, c'est un dieu assez féminin, et pourtant, aujourd'hui, il y a l'expression « bel Apollon ». Donc, l'harmonie apollinienne, dans l'Antiquité, elle passe beaucoup par la musique, donc la musique est très présente, y compris dans la réception. Donc Apollon, c'est un musicien, il est accompagné par les muses, les charites, et la musique est importante dans son culte. Il y a des chants, le péant, des hymnes, etc. Et donc, son pouvoir, sa puissance repose en partie sur cette identité musicale. Cet univers musical, on va voir qu'il est capital dans la réception. Finalement, l'harmonie d'Apollon, ça passe beaucoup par la musique, par une forme d'harmonie musicale, et la lyre devient son emblème. Bon, dès l'Antiquité, mais c'est vraiment devenu l'emblème principal d'Apollon. Même si le rôle des muses va s'étendre peu à peu, et au XVIe siècle, enfin plutôt XVIIe voire XVIIIe siècle, en fait, elles s'occupent de tous les arts, alors que les muses antiques ne s'occupent pas des beaux-arts. Là, à partir du XVIIIe siècle, elles vont représenter la peinture, la danse, l'architecture, la sculpture, et je parle d'elles parce que finalement, en fait, ça va rejaillir sur Apollon, qui se retrouve non plus simplement le dieu de l'harmonie et de la musique, mais un dieu de tous les arts dans la réception, notamment à partir du XVIIIe. Donc on va le retrouver. Vous allez voir sa lyre dans les opéras, dans les salles de concert, dans les théâtres, dans la littérature. Il va devenir un peu le maître de tous les créateurs. Et même s'il y a les muses comme intermédiaires, on est là-dessus. Donc là, comme illustration, j'ai notamment mis cet Apollon de l'Opéra Garnier qui préside sur Paris. Donc, la musique, et peut-être là où ça va rester le lien le plus flagrant dans les arts, c'est avec la danse. Donc là, j'ai mis Isadora Duncan, qui, pour renouveler la danse, est beaucoup passée par l'Antiquité, et notamment par Apollon, par les muses. Donc elle reprend les costumes, elle reprend des pas de danse qu'elle imagine antiques, et elle va s'adresser à Apollon et aux muses pendant ses danses, pendant les concerts, etc. Donc là, on voit comment la plastique, le physique, rejoint aussi cet axe musique, danse d'Apollon dans le corps plutôt féminin en l'occurrence. Donc plus près de nous, aujourd'hui, on a vraiment une importance constante des symboles musicaux en lien avec Apollon dans la pop culture. Donc là, je vous ai mis en haut à gauche les muses chanteuses de gospel de Disney, c'est dans Hercule, donc en 1997, qui sont devenues une incarnation des muses très importante dans la culture pop. Je vous ai mis du coup aussi ce clip de Lizzo et Cardi B de 2021 où elles citent le film de Disney. Les muses sont devenues des chanteuses gospel dans toute une partie de l'imaginaire, notamment nord-américain, mais beaucoup plus largement, puisque ça a été en fait une des premières et rares encore représentations de femmes noires qui vont raconter l'histoire à la place, tout au début du film de Disney. On a un homme qui commence à parler, puis il y a les muses qui arrivent et qui lui disent « tais-toi, on va raconter ». Et c'est resté une représentation très importante. À droite, vous avez Madonna au moment du Super Bowl en 2012, qui, donc elle arrive en Cléopâtre, etc. Mais en fait, il y a des références assez précises au mythe d'Apollon, que je ne vous détaille pas maintenant, mais en lien avec la naissance de la lyre, etc. Donc c'est très rapide, etc. Mais les pop stars, notamment en musique, comme Madonna, Lady Gaga, Katy Perry, aiment bien glisser dans leurs clips des petits indices qui font que leurs fans vont aller chercher, vont aller gratter, et ça va faire parler du clip, du concert. Donc ça fait partie un peu de l'essence même de la pop culture, et donc là, c'est par l'Antiquité. Lady Gaga, en 2013, c'est bien plus subtil, et sur cette pochette d'album de art pop, vous reconnaissez assez facilement la naissance de Vénus de Botticelli, mais en fait la photo en noir et blanc, c'est Apollon en train de poursuivre Daphné, ce qui nous a posé un certain nombre de questions pour une chanteuse qui va plutôt s'affirmer comme victime de viol. Donc est-ce que c'est Daphné qu'elle représente? Mais c'est quand même Apollon qu'elle incarne dans tout l'album, avec cette idée qu'elle incarne l'art. Tout l'album, Art Pop, c'est un album extrêmement prétentieux. Elle dit qu'elle est tout l'art dedans. Donc,
visuel qui va avec. Et donc la concrétisation de tout ça, c'est qu'elle se transforme en statue antique. Donc ça saute peut-être pas à vos yeux, mais en fait c'est Jeff Koons, qui est un artiste contemporain, qui a notamment pris des moulages de statues célèbres de l'Antiquité, et il a rajouté cette boule bleue, ça s'appelle la Gazing Ball, dans laquelle se reflète l'œuvre. Et en fait, il va faire poser Lady Gaga blanchie. En fait, c'est une statue de Lady Gaga que vous avez en pochette, hein, c'est pas Lady Gaga. Et il lui met cette sphère bleue entre les jambes pour l'assimiler à une statue grecque et à cette beauté, à ces codes esthétiques de l'Antiquité. Donc elle est à la fois l'art classique, Apollon et tout ce qu'on veut à l'intérieur de ça. Donc cette harmonie d'Apollon, peu à peu on glisse vers le corps. Hein. Dès l'Antiquité c'est important, mais là je parle dans la réception. C'est évidemment aussi l'harmonie par la beauté physique. Et donc le kalos, plus la nudité, plus le fait d'être bon, le kalos kagatos. Donc ça s'exprime de multiples façons dans l'Antiquité, mais c'est une figure masculine extrêmement paradoxale, puisque une nouvelle fois, ça va inspirer des jeunes hommes hein, pour avoir une plastique de rêve. Hein, si on reste au niveau de l'expression, ça fonctionne, mais en fait, dès qu'on va creuser les modèles, on se rend compte qu'aucun jeune homme ne ressemble à Apollon quand il dit avoir un corps d'Apollon. Hein, il a plutôt un corps, en général, d'Héraclès, par exemple. Et donc, je vous mets à gauche cette stèle que je trouve incroyable, alors qui est du XVIe siècle, où c'est Marsyas et Apollon. Mais si vous regardez Apollon, il y a quand même quelques petites surprises hein, au niveau des attributs sexuels. Et je vous ai mis d'autres œuvres ici, avec notamment à droite Pierre et Gilles, donc Apollon, qui est incarné par un modèle qui s'appelle Jean-Christophe Blain, donc ce sont deux artistes en couple, hein, en couple homosexuel, qui jouent beaucoup sur le kitsch et sur les modèles antiques, et qui est allé chercher le modèle d'Apollon. Ça s'appelle Apollon, sinon nous-mêmes, on n'aurait pas pensé à Apollon en regardant ce tableau. Et puisque c'est bien un tableau, hein, ce sont des photos qui sont imprimées, puis ensuite peintes par-dessus. Donc on a clairement un physique qu'on associerait à un corps d'Apollon aujourd'hui dans notre imaginaire, mais la position, le code très kitsch, très gai, avec un arc-en-ciel littéralement tout autour du modèle, vient un peu jouer avec tout cela. Donc le corps d'Apollon, finalement, c'est un faux rêve, c'est un corps de femme plate. On trouve ça hein, dans certaines sources de la réception. Et finalement, c'est Héraclès qui est plus un modèle physique. Je reviendrai dessus. Cette beauté physique, plastique d'Apollon, elle a été associée assez rapidement hein, dès les Romains avec Phébus. Donc il y a cet aspect solaire qui va venir s'ajouter, notamment dans la réception. Aujourd'hui, Apollon, il est quasiment toujours lié à des rayons solaires, à du soleil, à de l'or. Il faut que ça brille. Et c'est très cohérent aussi avec l'harmonie, puisqu'on va relier ça avec l'harmonie des astres, des journées, des activités du jour, etc. Donc finalement, dans les attributs d'Apollon, on a l'arc, je reviendrai dessus pour la violence, les lauriers, la lyre, mais aussi le soleil et les rayons solaires. Donc cette convergence avec le soleil, plus l'harmonie, etc., fait que beaucoup de dirigeants vont s'incarner en Apollon. Donc là, je vous ai mis notamment Louis XIV, hein, qui est peut-être un des plus fameux à l'avoir fait, le roi Soleil, et qui va justifier, hein, en s'apparentant à Apollon, le fait de vouloir régner sur le monde tout entier et de faire régner l'harmonie. Mais donc, si cette musique, cette beauté plastique et tout ce qui va autour, ce sont des ingrédients de l'harmonie apollinienne, et notamment dans la réception, c'est un dieu qui va régner sur l'harmonie de manière particulière, puisqu'il en est avant tout le défenseur, et donc il va la faire régner avec son arc et ses flèches. Et donc là, il y a on peut l'apparenter aux dieux chrétiens, notamment. Il y a énormément de sources qui vont les faire fusionner. Ça explique la survivance d'Apollon au Moyen-Âge, notamment, hein, puisque on trouve un dieu dans lequel incarner aussi un certain nombre de valeurs chrétiennes. Et donc cette opposition, hein, elle est une opposition au chaos, et il faut bien avoir conscience que dès l'Antiquité, un les premiers textes, des hymnes homériques à Apollon, les dieux se méfient eux-mêmes d'Apollon. Donc là, je vous ai mis une partie de cet hymne qui est très beau. « Je n'oublierai pas de célébrer l'archer Apollon, dont la venue dans le palais de Zeus inspire aux dieux de la crainte. » On dit d'Apollon qu'Apollon, dans son orgueil insensé, exercera un empire tyrannique sur les immortels comme sur les mortels de la terre féconde. Donc on voit bien que ce rôle positif, hein,
Aujourd'hui, harmonie, on relierait ça uniquement à du positif, à de la beauté. C'est plus complexe que ça, évidemment, et c'est par la force qui va le faire régner. Et c'est probablement avec Marsyas qu'on a l'illustration la plus évidente, puisque Marsyas va oser défier Apollon à la musique. Et Apollon, je vous la fais très courte, Apollon va donc jouer de la lyre, choisir plus ou moins le jury, et Marsyas va jouer de la flûte. Et c'est Apollon qui va gagner, et pour se venger de ce Marsyas qui a voulu s'opposer à un dieu, il va le dépecer vivant, hein, donc ça donne ces scènes très gore. Mais c'est vraiment l'opposition en réalité entre Apollon, qui incarne l'harmonie par la musique des cordes, hein, la lyre, et en face, c'est la musique en réalité de Dionysos. Hein, Marsyas, il fait partie du thias dionysiaque, il joue de l'instrument à vent. Et donc tout ça, c'est une nouvelle fois relié à du physique, hein, à du corporel. Donc d'un côté, on a les cordes civilisées, intellectuelles, et de l'autre côté, les vents sensuels, sauvages et immoraux de Dionysos. Donc ce qui est intéressant, c'est que Marsyas va avoir une postérité immense, et il va aussi avoir des relectures chrétiennes, et ça va être le premier derrière lequel on va se ranger. Finalement, c'est plus Apollon le personnage principal, on va plutôt compatir avec Marsyas. On va voir que ça va arriver à d'autres mythes après, mais de manière bien plus récente. Donc ici, le mythe de Niobé. Donc Niobé, elle aussi, elle fait l'erreur d'offenser les dieux. Elle va se moquer un peu de la mère d'Apollon, qui n'a eu que 2 enfants, bon, mais pas n'importe quels enfants, Apollon et Artémis. Et donc pour venger l'honneur de leur mère, Apollon et Artémis vont massacrer tous les enfants de Niobé. Hein, il y en a toute une flopée, et ils vont en laisser seulement 2 vivants, alors il y a plusieurs versions, pour qu'ils puissent raconter. Et donc vous avez ces scènes de massacre où Apollon et Artémis vont massacrer des enfants. C'est représenté dans l'histoire de l'art de manière extrêmement récurrente, hein, ça fait partie des chefs-d'œuvre de l'Antiquité aussi. Et de la même façon que Marsyas devient peu à peu celui pour lequel finalement on compatit, à la place duquel on se met, Niobé et les Niobides, donc ces enfants, vont aussi bénéficier d'un regard positif. On va se mettre à leur place, et en même temps, c'est une invitation à ne pas offenser les dieux, hein, évidemment, qui se maintient. Donc on arrive jusqu'à l'art contemporain, ici avec Laurent Perbos et ses Niobides en polyester, qui pleurent et qui sont seuls. Il n'y a plus Apollon et Artémis, ce sont devenus les personnages principaux de ce récit. Et donc dernier mythe très violent, et peut-être celui qui a le plus d'écho aujourd'hui, c'est le mythe de Daphné. Donc il y a plusieurs versions aussi, donc je fais très court. Apollon était pris de désir pour la nymphe Daphné, et donc va la poursuivre de ses ardeurs. Et Daphné n'est pas consentante du tout, donc elle fuit, et au moment où Apollon va se saisir d'elle, et donc la violer, hein, c'est un non-dit du mythe, mais c'est bien ça qui est prévu, elle est transformée en arbre par son père, et donc elle échappe d'une certaine façon à cette agression, mais on voit, et c'est très intéressant dans cette enluminure du XVe siècle, qu'en fait Apollon gagne quand même d'une certaine façon, puisqu'il va couper les lauriers sur l'arbre pour s'en faire sa couronne, et finalement, bon, il accède quand même au corps transformé de Daphné, qui échappe au viol charnel, disons, uniquement. Et donc pareil, l'épisode de Daphné, finalement, va mettre un certain temps à se retourner. C'est peut-être le dernier qui s'est inversé. Et aujourd'hui, on a une tendance, dans la culture populaire contemporaine, à partager plutôt le point de vue de Daphné, à compatir avec elle. Et ça a un point de départ, peut-être, avec cette œuvre du Bernin, hein, absolument exceptionnelle. Je rappelle pour l'anecdote que c'est une petite œuvre de jeunesse. Hein, il a 24 ans quand il fait ça. Qui a inspiré énormément de copies, et qui va opérer quelque chose d'intéressant, comme souvent avec le Bernin. Et pareil, la tête de Méduse du Bernin, qui finalement est une Méduse triste, on compatit avec elle aussi. On est à la fois voyeur, on regarde quelque chose. Les artistes aiment bien représenter ça, puisque c'est très difficile à faire. Il y a le mouvement, et en plus la transformation en arbre. Donc les artistes se saisissent de ça comme un peu un défi. Et ça va avoir un impact très fort sur la réception, puisque évidemment c'est la détresse, hein, de la nymphe qui va le plus ressortir de ses œuvres, mais avec ce côté très ambigu que quand même on regarde quelque chose de beau, on regarde quelque chose de terrible qui est en train de se passer, mais il y a la satisfaction esthétique de l'œuvre d'art qui a aussi sa place évidemment là-dedans, qui place un peu nous tous, qui nous place tous dans une position un peu de
de voyeurs, je reviens dessus. Mais donc la compassion va se développer, et depuis la fin du 19e, et notamment depuis MeToo, là, on a une inversion totale, c'est-à-dire que Apollon, un peu comme le sportif dans les séries américaines, dans les séries américaines des années 90, le sportif, c'est le beau gosse avec lequel toutes les filles veulent sortir. Dans les séries des années 2010-2020, c'est l'homme toxique avec lequel tout le monde veut sortir, hommes et femmes, mais par contre, c'est pas une bonne idée. Donc Apollon, il subit un peu le même traitement. Et finalement, on le met face à ses responsabilités. Donc là, vous avez 2 bandes dessinées à gauche qui sont sorties la même année, mais qui résultent d'un succès populaire sur Internet qui les précède. Donc c'est l'Or Olympus et le Tourment d'Hadès, dans lesquels Apollon est représenté comme un violeur qui va devoir faire face aux conséquences de ses actes et qui va être puni d'une certaine façon. Donc il y a des conséquences et de représentations de viol qui sont extrêmement différentes. Et la bande dessinée Oracle, à droite, qui est un peu différente, de 2014, dans laquelle une Pythie va se venger d'Apollon, avec aussi, je ne vous révèle pas tout le scénario, mais une histoire liée à un viol. Donc, après MeToo, Apollon devient très beau, mais très dangereux, toxique. Donc Apollon, c'est bien un dieu de l'harmonie, qui lutte contre le chaos par la force, mais les normes ont changé, aussi bien physiques que philosophiques, disons, et le regard sur sa personnalité, sur ses actes, sa façon de faire régner l'harmonie, ont mené à des remises en cause quand même qui sont assez radicales, et qui vont connaître, je vais essayer de vous le montrer, des reprises aussi bien fascistes, conservatrices ou progressistes, autour de sa figure et de sa réception. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut justement prendre l'Apollon du Belvédère pour étudier tout ça, puisque l'Apollon du Belvédère pourrait incarner la réception de l'Antiquité, le concept de réception de l'Antiquité, puisque, d'une part, aujourd'hui, c'est quasiment la seule représentation d'Apollon antique qui soit dans la culture populaire, mais finalement, personne ne sait non plus trop ce que c'est cet Apollon du Belvédère, avec des statues comme la Diane de Versailles, la Vénus de Milo, la Vénus de Botticelli et le David, de manière un peu absurde. Ils incarnent l'Antiquité dans la culture populaire. Vous voulez faire antique, vous mettez l'Apollon de Belvédère et le David. Ça marche. Ou vous mettez la Vénus de Botticelli. Mais du côté des femmes, je vous le montrerai avec Aphrodite, ça reste des identités assez fortes, alors que du côté des hommes, David, Apollon du Belvédère, ils sont un peu creux, ils sont un peu vidés, ils deviennent des coquilles, de jolies statues qui sont l'Antiquité, mais finalement, derrière, il n'y a pas de récit, en tout cas issu de l'Antiquité. Et ça sert à signifier l'Antiquité pour faire classique, pour parler des élites. Vous regardez une série américaine, dès qu'il y a quelqu'un de riche, vous avez une statue de l'Apollon du Belvédère qui traîne quelque part dans la maison ou dans le bureau. Au début, j'avais commencé à tous les recenser, mais en fait, quasiment partout. C'est aussi parce que c'est un moulage qui a beaucoup circulé, donc j'imagine qu'il est dans le stock de décors pour mettre dans les séries. Donc avec la Diane de Versailles, comme je vous le disais, et d'autres statues, il vient un peu signifier cette antiquité. Donc il peut incarner un peu la réception, je vais y arriver. On a une copie romaine de l'époque antonine, donc 1er, 2e siècle de notre ère, mais c'est un modèle grec en bronze à la base du 4e siècle. Et donc ça, c'est la première réception, on pourrait dire. Ensuite, il va plus ou moins disparaître jusqu'au XVIe siècle. La première mention, c'est dans le Codex Escurialensis, qui est antérieur à 1509. Donc c'est une date qui nous permet de nous situer un petit peu pour sa redécouverte. Et tout de suite, il va avoir beaucoup de succès. Il y a une copie de cet artiste qui est surnommé l'Antico. Alors c'est un tout petit bronze. Et on voit que tout de suite, ce sculpteur remet de la couleur, ce qui est intéressant. Et il le restitue, il lui remet des mains. Et sur cette version, il ne l'a pas, mais il lui remet aussi un arc dans la main. Donc il y a un vrai travail de réception aussi. Et la statue va ensuite être exposée au Palais du Belvédère de Jules II, dans la cour de l'Octogone. Et puis ce sera le musée de Clément XIV qui l'exposera. Donc ça, c'est deuxième étape, réception romaine, réception Renaissance. Ensuite, 18e, 19e, l'Apollon du Belvédère, c'est un des grands classiques
des gipsothèques. Hein, je ne sais pas si vous en avez un dans les moulages sur le campus, mais j'imagine que oui, il est à peu près partout. Alors nous, à Nancy, on l'a perdu puisqu'il a été bombardé pendant la guerre de 14-18. Mais sinon, il est dans toutes les collections de moulage, ou presque. Et ici, vous avez une photo de celui qui est à Strasbourg sur ce moulage. J'ai oublié son nom, le conservateur de Strasbourg qui a fait cette collection. Il a fait des essais de restitution de certaines parties, justement, parce que les moulages servent à ça. On fait des expérimentations pour restituer, parfois les couleurs. Alors, pour l'Apollon du Belvédère, je n'ai pas trouvé de mention de restitution de couleurs sur ces moulages du 18e, 19e. Mais donc, ça va inspirer... ça va être pour la pédagogie, mais ça va aussi inspirer les artistes. Et donc, cette figure de l'Apollon et de ce corps idéal d'Apollon se répand à ce moment-là, évidemment, à travers les copies et les réinterprétations dans l'art contemporain. Donc, à gauche, je vous ai mis ce tableau qui représente une école de dessin à Saint-Pétersbourg, au 19e, où on reconnaît l'Apollon du Belvédère, notamment, tout au fond. Mais évidemment, on va le retrouver aussi de manière plus détournée dans un certain nombre d'œuvres. Et avec le Laocoon et le torse du Belvédère, ça va devenir une icône du bon goût, un modèle pour les artistes et aussi pour tout un chacun, on pourrait dire. Et par exemple, Montesquieu va dire que c'est notamment sur lui que l'on a construit, que les modernes ont établi les proportions et elles nous ont presque rendu large. Je lis la citation, c'est plus simple. Mais celui qui va avoir un impact énorme sur la réception d'Apollon et sur la réception de l'Antiquité tout court, c'est Winckelmann qui, je vous lis cette citation aussi, « Notre esprit ne peut se faire une idée des rapports surhumains qui font la beauté de l'Apollon du Vatican. Ce que la nature, l'art et l'esprit conjugués sur produire de plus excellent, on le voit incarné sous nos yeux dans l'Apollon du Belvédère. » Donc Winckelmann, il tombe littéralement amoureux de cette statue, hein, c'est presque charnel quand il en parle dans ses écrits. Donc ça, pareil, vous pouvez trouver facilement. Son histoire de l'art va avoir un succès monumental et déterminer la façon dont on regarde l'Antiquité, et notamment l'Apollon du Belvédère et Apollon, mais qui va contribuer à, alors lui il n'a pas prévu ça, hein, évidemment, à en faire, avec les statues blanches de l'Antiquité, un modèle esthétique eurocentré et considérant la polychromie comme barbare, puisque c'est la beauté blanche de l'Apollon du Belvédère qui lui plaît. Il ne veut pas de couleur là-dessus, alors que ces statues étaient peintes. Donc ce combat, enfin cette vision un peu, de Winckelmann va avoir des effets dont on ne peut pas accuser Winckelmann, évidemment, mais sur les intellectuels du 18e, 19e, 20e et encore aujourd'hui, puisque l'Apollon du Belvédère devient l'incarnation de la beauté blanche et d'une certaine forme d'identité occidentale. Donc ces proportions idéales vont servir de canon à toute chose. Donc si vous devez être un bel homme, vous devez ressembler à l'Apollon du Belvédère. Donc là, je vous ai mis cette gravure qui est assez étonnante, où on voit une grenouille se transformer peu à peu en Apollon du Belvédère. Et ce n'est pas du tout pour expliquer une continuité, comme on pourrait peut-être le lire aujourd'hui, hein, avec une pensée écologiste. C'est plutôt pour montrer justement qu'ils n'ont rien à voir. Hein. C'est une opposition pour montrer la supériorité du genre humain par le biais de l'Apollon du Belvédère. Évidemment, cette théorisation, elle crée une hiérarchie, et peu à peu, elle va être appliquée à l'être humain. Et donc l'Apollon du Belvédère, on va jusqu'à imaginer son crâne, ici dans Type of Mankind en 1856, pour montrer que le crâne de l'homme blanc est aussi différent de celui de l'homme noir que du chimpanzé. Donc on a derrière, hein, vous voyez dans cette réception d'historien de l'art, des conséquences extrêmement violentes et graves dans les représentations de l'humanité qui vont nourrir ensuite les fascismes du XXe siècle, qui vont faire de l'Apollon, notamment de l'Apollon de Belvédère, une icône européenne qui est destinée à promouvoir l'homme nouveau. Donc là, je vous ai mis une citation du livre de Chapoutot, justement sur le nazisme et l'Antiquité. Dionysos, dieu oriental et chtonien, dieu du corps, des sens et de la transe, est l'antithèse d'Apollon, dieu nordique et céleste, dieu de l'intelligence et de la maîtrise. Évidemment, derrière, il y a tout un modèle fasciste et nazi qui va avec ça. Donc là, je vous ai mis 3 œuvres. Au centre, c'est vraiment Apollon en train de poursuivre Daphné. À gauche, c'est une sorte d'Apollon, mais en fait, c'est une incarnation du Reich, hein, sur le modèle d'Apollon, qu'on va retrouver sur la diapositive suivante. Et à droite, c'est une grande fontaine d'Arno Breker qui n'a jamais été réalisée, hein, dans les projets de rénovation de Berlin par Hitler, avec Apollon au centre en fait, de tout ce projet pour la Runderplatz.
Et donc cette statue que je vous ai montrée juste avant, hein, du Reich, on la retrouve ici sur ces visuels fascistes très récents pour le coup, hein, c'est des fascistes des années 2010, où on voit que l'Apollon du Belvédère à gauche et ces variations nazies servent pour notamment la communication d'Identity Europa, qui est un mouvement américain d'extrême droite, qui a affiché ces affiches, il y en a toute une variété, hein, sur des campus, notamment en 2017 et 2018, et qui va soit prendre l'Apollon du Belvédère, soit prendre des reprises de l'époque fasciste. Donc à droite, c'est le fascisme italien, et ici, c'est le nazisme. Donc ce paradoxe dont je vous parlais, qui va allier beauté, violence et finalement chaos dans notre esprit actuel, et plus trop l'harmonie, est très compatible avec une certaine vision de l'extrême droite de ce que doit être l'humanité et la défense d'une race blanche qui est incarnée depuis, enfin, en remontant de manière artificielle jusqu'à Wittgenstein par l'Apollon du Belvédère. Donc ce corps d'Apollon, finalement, n'est plus important, c'est l'idée d'Apollon, c'est plus un modèle, c'est plus un modèle physique, c'est un modèle tout court. On va préférer du coup les interprétations plus récentes. Donc je vous ai remis ici le Pierre et Gilles, ces quelques images où on voit qu'en fait Apollon est devenu assez rare dans les représentations vraiment physiques de ce qu'est un bel homme, puisque on va soit se détourner comme avec Pierre et Gilles, qui font un peu d'ironie, même si eux refusent de dire que c'est kitsch et ironique, mais on va plutôt vers l'idée du corps du dieu grec. Hein. Vous pouvez trouver plein de régimes sur Internet pour avoir le corps d'un dieu grec, mais très peu pour avoir le corps d'Apollon, puisque finalement Apollon, il sert de manière extrêmement abstraite, et le modèle physique, visuel, lui, on va le chercher soit dans le fascisme, soit dans Héraclès. Donc ce qui n'empêche pas hein, d'avoir des sous-vêtements Apollon, etc. Aujourd'hui. Donc finalement, le corps ambigu et efféminé d'Apollon, qui ne devient jamais véritablement un adulte, hein, il garde toujours sa coupe de cheveux, qui est la coupe du jeune homme, fait que aujourd'hui, ce modèle-là, visuellement, n'est plus très important. Et donc pour terminer, là, c'est une image qu'on a fait réaliser pour l'exposition, puisque justement on a voulu un peu échapper à cette lecture fasciste du corps. Donc on a trouvé un certain nombre de choses à faire, notamment avec toute une culture gay autour d'Apollon, dont vous avez vu uniquement quelques exemples. Mais on a demandé à un artiste américain qui s'appelle Steven Chappell, et qui colorise des reliefs. Alors il ne va pas analyser les statues, il ne va pas faire des prélèvements pour savoir, etc., il fait des recherches, c'est un travail sérieux, mais ça reste un travail artistique. Et donc, on lui a demandé de faire une représentation de l'Apollon du Belvédère en couleur. Et donc, ça donne ceci. Et on voit bien comment ce modèle serait d'autant moins compatible aujourd'hui avec l'appropriation du corps d'Apollon, hein, aussi bien par vous qui voudriez aller à la salle de sport que par des fascistes qui voudraient s'incarner en lui. Et donc, ce que je trouve intéressant, j'y ai pensé en préparant cette diapositive, c'est que finalement, la toute première copie, réinterprétation de l'Apollon du Belvédère, donc par l'Antico à la fin du XVe siècle, elle est encore plus osée que celle qu'on a fait faire à Steve Chappell, puisqu'il est noir. Bon, c'est la question de la couleur du métal, mais il aurait pu choisir aussi d'autres matériaux, d'autres façons de rendre, il aurait pu le faire complètement doré, et il l'a quand même fait noir, ce que je trouve assez intéressant et ironique. Bon, j'ai un peu l'impression de couper à travers champ parce que je pourrais vous parler de tout ça en fait pendant des heures et des heures. Donc je m'excuse si peut-être des fois je vais trop vite sur un aspect pour passer à un autre. Et donc j'attaque désormais le dossier Vénus-Aphrodite. Alors je dirais Vénus principalement par simplicité, mais évidemment dans certains contextes ce sera plutôt Aphrodite. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, Vénus, Apollon, il a le même nom. Il ne change pas de nom. Vénus, elle remplace Aphrodite, et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle l'a remplacée de manière assez implacable, puisque même la Vénus de Milo, qu'on devrait appeler Aphrodite, s'appelle Vénus. Et donc c'est un des sujets sur lequel je veux me pencher, justement, dans ce dossier, même si j'en parlerai pas aujourd'hui. Donc, comme début pour cette diapositive, pour cette section, je vous ai mis une photographie d'un concert de Beyoncé, où elle arrive sur scène dans un coquillage en chantant à propos d'amour, et elle incarne Vénus, et donc c'est une Vénus noire. Donc le propos un peu ici, ce sera de voir comment justement le corps de Vénus a aussi été un standard très fort
et a évolué, notamment par le biais de la culture noire américaine, pour qu'on aboutisse aujourd'hui à un concert où il est tout à fait logique, dans l'histoire des représentations, d'aboutir à Beyoncé en Vénus. Donc, contrairement à Apollon, Vénus, elle reste aujourd'hui un idéal de beauté dont les canons sont anciens, antiques, médiévaux et modernes. On va aller chercher des représentations de Vénus à toutes les époques pour se représenter en belle femme et pas uniquement dans les réinterprétations. Donc là, je vous ai mis 3 visions de Vénus qui sont capitales pour la réception de l'Antiquité. J'ai dû simplifier, j'en avais bien d'autres. Mais la Vénus de Botticelli, qui a tout balayé sur son passage, la Vénus d'Ingres, qui a changé un peu le schéma, et la Vénus de Milo, bien entendu, dont on va voir qu'elle est très importante pour tout ça. Je me place là, tout de suite, plutôt au XIXe siècle, toute une histoire du Moyen-Âge et Vénus qui va la transformer en Marie, tout en faisant aussi l'opposé de Marie, enfin, quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est notamment Botticelli qui fait que Vénus redevient vraiment clairement positive dans les représentations. Mais donc, j'avance. Donc, dans la continuité de la Renaissance, du néoclassicisme et de l'académisme, Vénus, pour la société de consommation qui émerge à la fin du XIXe siècle, elle va être un modèle de beauté facile à montrer, facile à exploiter et facile à promouvoir. Donc on a ces œuvres-là, mais bien d'autres. Elle est omniprésente dans la culture visuelle, Vénus, donc elle va être extrêmement sollicitée. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Vénus de Milo va être celle qui va imposer le carcan le plus fort. Je pense que c'est probablement en raison de sa tridimensionnalité. C'est plus facile de se comparer à une statue qu'à un tableau en 2 dimensions, j'imagine. Et on voit que ces proportions de la Vénus de Milo deviennent, dès le 19e, mais surtout au 20e, avec la diffusion aussi d'images, etc., qui vont passer par la presse, un modèle physique à atteindre. Donc pour cela, on va porter des gaines, on va porter des habits, on va suivre des régimes. Bref, vous avez absolument toute la panoplie capitaliste du régime et de l'apparence féminine qui vous est projetée dessus, chères dames, par le biais de la Vénus de Milo. Donc je vous ai mis ces quelques images. Alors à droite, c'est une image que je n'ai pas réussi à dater exactement, mais qui est de la fin du 19e siècle, où on voit cette photo un peu osée, où cette jeune femme est en train de comparer sa poitrine avec satisfaction à celle de la Vénus de Milo. Mais à gauche, vous avez donc la gaine tulgrecque, cette actrice dont j'ai oublié le nom, qui a les mêmes mensurations que la Vénus de Milo, et donc ça doit assurer sa carrière. Alors vous voyez, j'ai oublié son nom, et je crois qu'elle n'a pas laissé une grande trace malgré tout. Et en bas, vous avez en 1924 les concurrentes d'un cinéma du West End à Londres, qui sont mesurées pour voir si l'une d'entre elles a les mêmes proportions que la Vénus de Milo. Et donc, elle gagnera le prix de Vénus de Milo. Je ne sais plus exactement comment ça se passe. Hollywood va beaucoup contribuer à imposer cette image-là, et notamment, toujours par le biais de la Vénus de Milo. Là, vous avez 4 actrices fondamentales dans ce développement et dans les représentations de Vénus. On les retrouve dans des péplums aussi, certaines. Donc vous avez Lana Turner en bas à gauche, Jane Mansfield, Thelma Todd et Jean Harlow, qui a eu le droit, comme vous le voyez, d'aller poser ses talons aiguilles sur la base de la Vénus de Milo. Vous essaierez. Je ne suis pas sûr que ça se passe très bien, surtout en ce moment. Elles sont un peu tendues, à juste titre. Et donc là, on voit apparaître, ça, simplement pour l'anecdote, ce geste des bras levés pour faire un V. Donc j'imagine que c'est pour faire le V de Vénus, mais à partir de là, on va le trouver partout. Les femmes lèvent les bras. Donc j'imagine que c'est une façon de montrer aussi que leur corps correspond à un certain canon de fermeté corporelle. Mais ce V de Vénus ne va plus la quitter. La publicité, les produits de beauté et toute l'industrie en fait de la beauté, notamment féminine, va s'appuyer sur Vénus. Donc ici, vous avez Lancôme, vous avez Dorin, vous avez une publicité pour des shampoings qui vont vous faire des cheveux similaires à ceux de la Vénus de Botticelli pour l'occasion. Et en dessous, une image extrêmement violente et paradoxale, c'est le sceau de la Société des chirurgiens plastiques américains, où vous avez donc une femme qui n'a plus de bras. C'est quand même une opération extrêmement radicale pour devenir belle. Les artistes vont s'amuser, on a des schémas qui restent, notamment Botticelli et Ingres, mais les artistes vont quand même beaucoup jouer avec ces schémas et ces représentations de Vénus. Donc là, je vous en ai mis quelques-unes que je n'ai pas le temps de commenter, mais ça vous montre la grande diversité de toutes ces images. Et j'aime particulièrement celle en bas à gauche,
de Saba en 1922, où on voit une Vénus anadyomène, c'est le nom du tableau. Donc c'est une femme qui a mis un maillot de bain et qui fait du sport. Et évidemment, en 1922, c'est extrêmement... enfin, c'est notable, et qu'il y ait une représentation artistique aussi soignée qui s'appelle Vénus anadyomène, ça me plaît beaucoup. On assiste néanmoins dans l'art contemporain également à une remise en cause, une remise en question de la dimension capitaliste de la figure de Vénus. Donc vous avez Pistoletto, Warhol, Jacquet, qui vont vendre des œuvres, c'est ça qui est paradoxal, tout en critiquant évidemment le côté commercial. Donc Vénus devient est mise à égalité avec un tas de vêtements. Alors c'est pas Shine, mais c'est un peu le même discours qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Warhol la transforme et l'imprime en multiples exemplaires, et vous avez aussi Jacquet qui la transforme en pompe à essence, puisque les années 60, c'est le grand moment de la voiture et de l'essence. Donc la critique ne va néanmoins pas permettre d'échapper quand même à ce modèle plastique qui continue d'être extrêmement important. Vénus, sortie des eaux notamment, reste synonyme de beauté, donc ici sous l'apparence d'Uma Thurman, de Simonetta Gianfelici ou de Cindy Crawford. Ça continue d'être un schéma qu'on impose, mais vous voyez qu'il est mis à jour. On n'est plus dans les proportions de la Vénus de Milo. On est dans le canon actuel qui va incarner Vénus. Et ça, c'est un changement intéressant qui va arriver finalement à ce qu'il y a de plus poussé avec, là je prends l'exemple de deux chanteuses, Kylie Minogue, qui correspond à un canon de beauté, enfin, elle n'est pas américaine, elle est australienne, mais on va dire quand même un canon de beauté américain, avec de la chirurgie plastique, etc. Mais qui ne correspond pas non plus très bien au cliché, parce qu'elle est toute petite, Kylie Minogue, donc c'est pas une Vénus comme on va en retrouver dans l'histoire de l'art. Et vous avez Lady Gaga, qui correspond aussi à un certain nombre de canons de beauté actuels, mais qui en même temps s'en distingue d'un certain nombre de manières. Et donc ce qui est intéressant avec elle, c'est que contrairement à tout ce que je vous ai montré jusqu'avant, ce sont des femmes qui décident elles-mêmes de s'incarner en Vénus et qui contrôlent leur image, et qui vont notamment la diffuser sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un grand changement, puisque jusque-là, il y a certainement quelques exceptions, et en fait il y en a quelques-unes, mais dans la sphère très grand public, c'est la première fois, et ça vient notamment avec les réseaux sociaux, que ce sont des femmes qui contrôlent cette comparaison à Vénus. Et donc finalement, elles prennent Vénus et elles disent « j'en suis une ». Donc je trouve aussi que c'est intéressant. Et ça va se retrouver, ça va de pair avec les réseaux sociaux, sur lesquels chacune va pouvoir être Vénus à sa manière. Donc c'est un modèle de beauté. Là, j'ai tapé Birth of Venus, puisque c'est un hashtag très utilisé. Et donc, il y en a certaines qui vont poser comme Vénus, d'autres qui vont poser comme si elles étaient dans le tableau de Botticelli, qui est clairement la référence. Il y a des IA génératives, il y a l'effet témoin, on se prend en photo devant le tableau. Il y a des mises en scène photographiques plus ou moins ironiques, et des réinterprétations d'autres œuvres que Botticelli, même si elles sont rares. Donc là, on s'approprie. Et donc ce sur quoi je voudrais m'arrêter le plus, c'est finalement sur comment on brise le canon pour critiquer la Vénus en tant que carcan dans la culture contemporaine. Donc là, j'ai commencé par deux artistes contemporains. À gauche, vous avez Paul Bury, donc c'est le mélangeur Vénus anadyomène, donc il joue avec les formes de la Vénus. C'est sympathique, c'est peut-être pas très profond, mais on peut y lire beaucoup de choses si on veut. En l'occurrence, il n'a pas bien expliqué, mais je trouve ça intéressant. Et à droite, Prune Nourri, qui, elle, a fait une démarche que je trouve extrêmement intéressante. Elle est allée chercher les moules de moulage de statues, notamment antiques, de Vénus. Et au lieu de les mettre ensemble, elle a pris la tête d'une statue, le bras d'une autre, le ventre, et elle a créé quelque chose qui pourrait être un peu monstrueux, mais en réalité, elle joue avec justement ces codes et ces canons de l'art classique et néoclassique de manière assez subtile, et donc elle a inscrit ça dans tout un ensemble d'œuvres autour des Vénus, où on va aussi voir les Vénus préhistoriques, où il y aurait aussi beaucoup à dire pourquoi on les appelle Vénus. Alors que là, on n'est clairement pas dans le même canon de beauté avec les Vénus préhistoriques. Et donc vous avez ce genre de jeu. Il y a quelque chose, un phénomène extrêmement perturbant peut-être au début, c'est que la naissance de Vénus devient Vénus enceinte. On prend spécifiquement le schéma de la naissance de Vénus, la position notamment, qui est extrêmement encodée dans notre imaginaire, et finalement, on va chercher dans une représentation, peut-être une des représentations les plus canoniques de la féminité aujourd'hui, la Vénus de Botticelli, pour y incarner la maternité. Or, ça ne me semble pas anodin que la maternité, c'est quelque chose, notamment nu, avec le ventre nu,
c'est quasiment absent de l'histoire de l'art jusqu'à très récemment. Donc je trouve ça assez intéressant, je n'ai pas encore bien dégagé d'éléments là-dessus. Et ça devient, je pense, notamment depuis 2017 et la photo de Beyoncé pour annoncer sa grossesse par un artiste qui s'appelle Awo Lerisku, un cliché ultra récurrent de séance photo de grossesse. Si vous êtes enceinte, vous pouvez demander probablement à beaucoup de photographes qui font ces photos de grossesse de faire une photo dans ce style-là et ensuite la partager avec bonheur sur les réseaux sociaux. Vénus aussi peut prendre du volume dans l'art contemporain. Donc ici vous avez Botero, qui j'ai repris sa formule, elle prend du volume, elle est en volume, elle dit qu'elle n'est pas grosse, parce qu'en fait lui, il se réfère à l'art précolombien et à ce genre de statuettes que vous avez ici, mais il appelle quand même ça des Vénus. Donc là aussi, on est sur une critique un peu des schémas. Là, c'est le schéma occidental qui est remis un peu en question, pas forcément le schéma physique. Vous avez des artistes comme John Currin qui vont reprendre ce fameux schéma, la position, qui maintenant suffit en fait à être une Vénus. Mais ici, plus vous regardez ce tableau, plus vous allez le trouver perturbant. Ne pas passer trop de temps dessus. Mais parce qu'en fait, si vous regardez bien, les proportions sont extrêmement perturbantes. Les mains, notamment, sont extrêmement disproportionnées. Donc, il joue aussi sur des codes de beauté. La Vénus de Milo va aussi être mise au service d'un imaginaire de représentation du handicap. C'est comme les femmes enceintes, considérées peut-être par handicap par certains, qui n'ont pas de représentation préexistante. Et c'est intéressant puisque des associations, des personnes handicapées vont chercher des représentations qui remontent à avant ces préoccupations dans l'art, notamment à Magritte ou à Mayol, pour dire, regardez, première représentation finalement de femmes handicapées, qui n'ont pas de bras, puisqu'elles ne sont pas cassées ces statues, elles sont faites comme ceci. Et dans la photographie, vous avez ici un écho énorme de la Vénus de Milo et des codes de beauté. On reprend les poses, on pose en noir et blanc sur les photographies aussi, et vous avez par exemple Wittgen qui va jusqu'à réimaginer le casting de la Vénus de Milo, et donc en fait il a fait passer un certain nombre de femmes qu'il a prises en photo, posant comme la Vénus de Milo, et donc ce sont toutes des femmes auxquelles il manque notamment souvent un bras, une main, etc. Évidemment, les codes vont être réappliqués aux hommes, ce qui est toujours une manière de souligner l'absurdité de certains codes. Il suffit de prendre une représentation typiquement féminine et de faire poser Hugh Jackman à la place, et vous aurez quelque chose d'hilarant, a priori. Là, c'est pas tout à fait Hugh Jackman, mais on va chercher quelque chose qui va faire un contraste, à la fois pour peut-être donner à ces hommes qui posent ou qui sont représentés une certaine beauté qui tire vers le féminin, mais aussi parfois pour montrer justement que ces codes appliqués au féminin sont très codés, sont culturels. Donc là, il y a tout un discours en inversant les genres et en modifiant les récits. Vénus, elle devient aussi queer et très kitsch. Là, vous l'avez chez David Lachapelle ou chez Matty Gelman. Donc là, c'est Nicky Doll, d'après un tableau de Salvador Dali, mais on reconnaît évidemment la naissance de Vénus. Donc Nicky Doll, pour ceux qui suivent, c'est celle qui présente, c'est la drag queen qui présente Drag Race en France. Donc on est dans quelque chose dans de la culture extrêmement contemporaine, pop, très réactive. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que la féminité, elle est exacerbée, c'est le kitsch, c'est le queer, mais c'est pas un objectif. On ne vous vend pas ces modèles-là comme étant des modèles de féminité auxquels vous devez tendre en tant que femme, ou éventuellement en tant qu'homme. On est sur quelque chose d'exacerbé, d'exagéré, de volontairement, dans une esthétique qui est autonome. On a également des représentations de Vénus, et on retrouve de manière assez intéressante plus souvent Aphrodite dans le vocabulaire, dans des représentations de femmes trans ou intersexes. Donc ici, la figure de Vénus, elle vient souligner la dimension sociale du genre. On est tellement habitué à voir Vénus nue avec certaines proportions dans certains schémas qu'il suffit de jouer un peu dessus pour venir souligner justement ce côté très culturel, très social du genre, très performatif ici. Et donc on retombe sur des modèles antiques, puisque Vénus, dès l'Antiquité, et Aphrodite plutôt, avec l'Aphrodite d'Amathonte, mais aussi avec Hermaphrodite, est déjà une figure qui questionne beaucoup sur ces sujets. Kent Monkman, qui est un artiste indien-américain, il écrit, s'amuse beaucoup avec ça, et avec l'art classique, qui reprend des techniques et des représentations d'art moderne et contemporains occidentaux, et va insérer des petites figures dans les tableaux. Donc la technique est parfaite, ça imite parfaitement les tableaux, mais ici il rajoute notamment cette figure, c'est lui, en femme,
mais c'est pas une femme, on n'a pas de vocabulaire en français pour le désigner, dans une culture indienne où justement il n'y a pas que deux genres. Il n'y a pas que deux genres tout court, mais dans cette culture, il y en a vraiment beaucoup. Et donc ici, il se représente en Vénus apparaissant à la surface des eaux, devant notamment des trappeurs et des colons européens qui sont très surpris. Et en fait, dans quasiment tous ces tableaux, hein, qui sont souvent érotiques, voire pornographiques, vous avez les colons européens qui vont finalement tomber sous le charme de cette figure indienne un peu hors des genres et qui cite énormément l'Antiquité. Donc il va chercher notamment Vénus, mais il y a aussi le Laocoon, il y a énormément de choses. Donc là, on est dans le questionnement double, standard de beauté européen, mais aussi genre. Donc je pourrais vous donner énormément d'exemples. Là, vous avez San Van Biggers qui va combiner des statues antiques avec des masques africains, le tout en marbre. Donc le masque africain qui est dans une culture plutôt petite, en général dans des matériaux périssables et transformés en marbre. Donc il y a tout un jeu là-dessus, sur les codes de beauté, sur les normes. Et donc là, on vient perturber les codes de beauté occidentaux aussi à travers cela. Donc vous avez Yixin qui imagine une Vénus de Botticelli sous des traits chinois, etc. Et donc j'en arrive à cette œuvre que je vais vraiment passer très vite parce que ce n'est pas le principal, où on a à nouveau David Lachapelle qui représente, donc c'est une photographie qui s'appelle The Rape of Africa, donc le viol de l'Afrique, et donc l'Afrique est représentée par une femme noire, et le modèle c'est un tableau de Botticelli, dans lequel en fait on voit que c'est Vénus à nouveau. Donc la beauté africaine noire, c'est Vénus, et l'Occident qui a violé justement cette Afrique, c'est Mars, incarné donc par cet homme blanc. Et donc, je passe assez vite dessus. On a quelque chose quand même d'assez... Lachapelle, il y va à la sulfateuse, hein, il ne va pas avec la nuance, etc. Et c'est volontaire, donc on peut aimer ou pas, c'est inscrit dans l'art capitaliste sans ambiguïté, mais... voilà, ils utilisent des codes du coup qui vont souvent fonctionner. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu comment on arrive à cette Vénus noire, comment ça peut être aujourd'hui classique finalement de trouver une Vénus noire quand on tape justement Vénus dans Google ou sur n'importe quel réseau. Et donc je vais partir de cette gravure qui est à droite, qui s'appelle Black Venus. Donc c'est une linogravure de Margaret Taylor Gosborough, qui est née en 1915 et qui est morte en 2010. Et donc elle a fait cette œuvre en 1957. Donc on a ici une américaine noire, fille d'un père agriculteur, ouvrier descendant d'esclaves, qui réussit à devenir enseignante, puis artiste, et qui va ouvrir un centre social à Chicago où elle va exposer des artistes noirs. Donc elle a un rôle dans ces représentations. Et elle choisit la linogravure justement en raison de ce jeu. Il n'y a que 2 couleurs en linogravure, enfin on peut en faire plus, mais... Typiquement, il y a 2 couleurs. Hein. On crée un tampon encreur et on choisit l'encre. Souvent, c'est le noir. Et elle va jouer là-dessus pour faire ce qu'elle veut être un message universel en jouant sur le noir et le blanc dans ses représentations. Et donc, vous avez ces visages. Je vous ai mis quelques autres illustrations où on ne sait pas bien justement si c'est une personne blanche, noire qui est représentée. Il y a tout un jeu. Elle fait cette Black Venus en 1957. C'est un moment clé pour l'histoire des Noirs américains puisque en 1955, c'est Rosa Parks qui refuse de se lever. Et en 1956, c'est la fin légale de la ségrégation. Donc elle va aller chercher ce modèle en 1957 pour en faire un modèle de beauté et de force des femmes africaines dans un contexte où on a beaucoup de représentations masculines et très peu de représentations féminines par ailleurs. Et donc sa technique va lui permettre de mettre Vénus en avant, puisque vous avez une figure qui est noire au centre, mais en fait c'est la figure la plus lumineuse et la plus distinguée de l'œuvre, puisque l'espèce de Poséidon qui est en bas à droite et tous les petits angelots qui tournent autour d'elle sont rejetés dans la périphérie et dans l'ombre, alors même que dans les codes, ce sont eux qui sont blancs et elle qui est noire. Donc il y a vraiment un jeu extrêmement fort là-dessus. Et ce qui m'a surpris quand je suis tombé sur cette œuvre et que j'ai enquêté, c'est que moi, j'ai pensé qu'elle s'était inspirée de Raphaël ou de Botticelli. Et en fait, il y a une étape intermédiaire extrêmement importante qui est le voyage de la Vénus de sable de l'Angola aux Indes de l'Ouest en 1801, dont vous avez l'illustration à gauche, qui est une image extrêmement paradoxale aussi. Donc elle reprend ce schéma. Il y a une première chose qui est très intéressante. On a 2 gravures. Quand on grave et qu'on imprime, on inverse. Et elle a réinversé le schéma, puisque le schéma de base, à gauche, c'est donc une femme noire qui est emportée vers les colonies. C'est une vision romantisée de l'esclavage. Cette femme va
ainsi travailler comme esclave du coup à l'autre bout de l'océan. Et vous voyez que l'espèce de Poséidon qu'on retrouve dans les deux tableaux, à gauche, il a le drapeau anglais dans la main. Et donc cette corporalité de Vénus ici, qui est extrêmement forte, en fait, elle est... Bon, dans l'esprit de celui qui a gravé, elle est positive, évidemment. Dans notre esprit aujourd'hui, qui n'a plus, disons, les mêmes attentes, on a l'impression que c'est une belle femme, qu'elle est mise en valeur, etc., pour elle-même. Mais en fait, c'est vraiment une façon de rendre beau vraiment l'esclavage, la traversée de l'Atlantique, et c'est accompagné d'un poème, donc je passe rapidement, je ne vous donne pas le détail, d'un poème qui en fait va romantiser, légitimer le fait qu'une femme noire peut donc être réduite en esclavage, violée, puisque c'est une Vénus de nuit, et que la Vénus de nuit, contrairement à la Vénus de jour qui est blanche, finalement, ce qu'on lui fait, ça n'a pas vraiment d'impact sur le reste. C'est la version nocturne. Donc, elle va se réapproprier cette image-là, et c'est donc un geste extrêmement fort quand elle le fait. Ce poème, Le voyage de la Vénus de sable, est aujourd'hui un texte qui a été extrêmement détourné dans la culture afro-américaine, et donc qui est aussi un élément traumatisant, traumatique de toute cette culture de l'esclavage qui s'est développée à ce moment-là. Mais elle s'appuie aussi, l'artiste, donc, sur toute une culture de ce qui a été appelé les belles négresses. Donc, je vois que je parle depuis 55 minutes, donc je vais passer très vite sur ça. Donc, les belles négresses, ce sont ces femmes blanches qui vont incarner des femmes noires, notamment sur scène, au XVIIIe, XIXe siècle, et qui sont des figures de comédie. Par exemple, une histoire où Zilia va sauver le héros de sa tribu, qui est anthropophage. Donc, elle tombe amoureuse d'un homme blanc et elle le sauve de l'appétit de ses congénères, donc c'est extrêmement raciste, et on appelle les belles négresses, et on va les assimiler à Vénus, et vous avez notamment la Vénus Hottentote qui va arriver ici. Donc la Vénus Hottentote, c'est le surnom qui a été donné à une femme qui s'appelle Sarah Baartman, qui donc a été esclavisée et qui a été exposée comme curiosité par notamment les Français et les Anglais, et on va l'appeler la Vénus Hottentote, en lien aussi avec les Vénus préhistoriques, il y a tout un imaginaire là-dessus. Toujours cette idée d'une femme noire exposée. En fait, la nouveauté avec la Vénus Hottentote, c'est que ce n'est plus une femme blanche grimée en noir qui joue la belle négresse, c'est une femme noire qui a été emportée en France pour être exposée en tant que telle. Et donc Sarah Baartman, elle va aussi avoir un impact très fort sur cet imaginaire de la Vénus noire qui se développe, et on va avoir des récits d'aventure dans lesquels, par contre, on va plutôt avoir des femmes blanches à nouveau qui vont monter sur scène, mais qui vont mettre en place tous les codes de ce que doit être une femme noire belle dans cet imaginaire-là, et notamment le crâne rasé, qui s'impose vraiment ici, et qui va devoir être incarné par Joséphine Baker quand elle arrive en France pour participer à la Revue Nègre. On fait venir des Américains et des Américaines en France pour la Revue Nègre, pour avoir des Noirs qui vont jouer des Noirs. C'est la nouveauté de la Revue Nègre en 1925. Et on va lui imposer, quand elle arrive, de le faire seins nus. Donc il y a toujours ce côté physique. Elle va finir par, donc, grand succès, ça la rend célèbre, suffisamment pour qu'elle puisse finalement démissionner. Et c'est là qu'elle va aller aux Folies Bergères et porter sa fameuse ceinture de banane, et finalement s'approprier cette image de la Vénus noire de manière un peu ironique, puisque finalement elle est plus libre qu'aux États-Unis, où il y a encore la ségrégation à ce moment-là, donc elle est mieux en France, elle le dit, et aussi finalement elle est plus libre que les femmes blanches qui vont devoir être comparées à elle du côté physique. Elle va imposer un standard physique à des femmes blanches qui ne peuvent pas aller danser seins nus avec une robe de banane sur scène. Donc il y a des choses extrêmement paradoxales et intéressantes là derrière. Grâce à cette image positive de Vénus noire qui ressort en partie grâce à Joséphine Baker, grâce ou à cause, vous avez ensuite toute une réception positive de Vénus dans la culture afro-américaine, jusque dans la beauté. Je reprends cela puisque tout à l'heure on a vu que c'était extrêmement un carcan très fort. Et même la Vénus de Milo, qui est une icône de la beauté blanche du marbre, devient finalement synonyme de beauté. Alors il y a des crèmes blanchissantes dans tous ces produits qui sont vendus aux femmes noires aux États-Unis. Et vous avez Aphrodita Negra à droite, qui montre que malgré la blaxploitation, donc on a des actrices noires qui vont jouer des rôles positifs et qui vont jouer ici une femme qui s'appelle Aphrodite,
on ne sort pas tout à fait des clichés exotisants et sexuels à propos de ces femmes, puisque la Vénus noire, elle incarne aussi ça. Mais donc l'art contemporain va s'approprier beaucoup d'éléments de ce côté-là. Donc là, je vous ai mis 3 artistes. En bas, au centre, vous avez notamment René Cox qui pose en Vénus Hottentot, avec des prothèses. Mais on sent qu'on n'est pas dans le spectacle. On a un côté qui nous met dans une situation de voyeur. Et on a surtout tout un courant d'art qui est extrêmement riche et actuel. Donc là, ça date de 2017 déjà. Là, c'est Harmonia Rosales, en fait, qui reprend des œuvres d'art dites occidentales et les réinterprète. Et donc, cette œuvre est particulièrement intéressante puisque ce n'est plus la naissance de Vénus, c'est la naissance de Oshun. Oshun, c'est une déesse de l'ouest africain Yoruba, qui est donc c'est une religion qui est contemporaine de Botticelli. Donc finalement, elle prend quelque chose qui est contemporain. Et en fait, il y a tout un récit comme quoi, quand les colons sont arrivés en Afrique de l'Ouest, ils ont assimilé les mythes grecs qu'ils connaissaient aux mythes Yoruba, et c'était à la fois une façon, eux, de comprendre la religion Yoruba, mais aussi une façon de dire aux Yoruba, bon, finalement, notre modèle est supérieur. Et donc, en fait, elle reprend ce schéma pour raconter l'histoire d'Oshun, qui, ici, arrive au milieu d'autres divinités. Bon, pareil, je n'ai pas le temps, donc je vous fais court, mais on a plusieurs divinités et une relecture complète du mythe. Et en fait, le fait de connaître la naissance de Vénus permet de comprendre le tableau avec le mythe Yoruba et inversement. Donc, elle reprend aussi cela. Et on va le retrouver, donc ici je vous ai à nouveau mis le faire-part de naissance, de grossesse plutôt de Beyoncé en 2018, qui a été fait par Awole Erisku. Awole Erisku, c'est un photographe qui fait poser des femmes noires dans des dispositifs qui reprennent de grandes œuvres classiques. Donc là, la corporalité change par la couleur de peau, mais aussi par les physiques des femmes qu'il choisit, ce n'est pas les mêmes physiques. Et je vous ai mis aussi ici Anna Martinez, c'est plutôt un shooting de mode, mais c'est assez significatif que même la mode aille s'emparer de cela. Et Romeo Mivekanin avec ses Vénus Hottentot qui reprennent plutôt le schéma des 3 grâces ici. Donc finalement, ce n'est pas si étonnant qu'en 2023, Beyoncé reprenne un schéma de Vénus noire, notamment par le biais de la naissance de Vénus. Alors là, je ne vous ai pas mis le détail, mais en fait, la citation va extrêmement loin, puisque elle sort de ce coquillage, en chantant une chanson qui s'appelle Virgo's Groove, et la Vierge Noire, c'est en fait Aphrodite, etc. Quelque chose autour de ça. Mais en fait, sur son body, qui est couleur chair, mais dorée, qui est couleur de sa peau, vous avez 2 mains qui sont cousues dans la position de la Vénus de Botticelli. Donc en fait, quand elle se lève, j'aurais dû mettre cette photo-là, c'est la Vénus de Botticelli, sortant du coquillage. Donc c'est extrêmement précis comme référence. Et Beyoncé, elle nous a habitués, depuis qu'elle est devenue une star un peu autonome, elle n'est plus dans son groupe, à aller citer de manière extrêmement précise à la fois la culture, disons, occidentale, mais aussi les cultures afro-américaines, notamment les cultures universitaires afro-américaines. Donc finalement, quand elle cite Vénus, quand elle cite Néfertiti, etc., elle ne cite pas vraiment l'Antiquité, elle cite toute une tradition noire africaine qui date, en gros, du début du XXe siècle, avec Baker, Tyler Green, etc. Et on arrive aujourd'hui à ce schéma-là de représentation. Et donc pour conclure, j'ai l'impression d'avoir balayé tous mes arguments, je suis désolé. Aujourd'hui, pour synthétiser un peu, on a un peu 3 directions à mon sens. La revendication des normes classiques comme universelles. C'est ce que vont vous vendre notamment les publicités pour les produits de beauté. Vous avez aujourd'hui une campagne de publicité de Lancôme avec un parcours de visite au Louvre, etc. Où vous avez notamment, ça va me revenir, des mannequins, des chanteuses, etc. qui sont mises en symétrie avec des œuvres du musée qui sont en marbre blanc. Elles ont toutes été choisies comme cela. Sauf que donc vous avez, et j'ai oublié son nom, qui a chanté avec la garde républicaine pour les JO, Aya Nakamura, qui est mise en parallèle avec une de ses statues. Donc la beauté, elle va vous vendre ça, elle va explorer un nouveau marché. Finalement, son produit, elle veut le vendre aussi aux femmes noires. Donc elle va l'assimiler aussi à Vénus et à ses statues et à ses codes. Donc il y a cette dimension-là.
Ça peut être commercial, ça peut être aussi évidemment plus politique, c'est-à-dire vos normes de beauté, vous dites qu'elles sont universelles, hein, on entend souvent ça pour la culture classique, et bien d'accord, je prends. Et donc évidemment ça crée quand même un certain nombre de remous, hein, surtout quand ce sont des figures populaires qui le font. Donc ça c'est la première dimension. Vous avez la déconstruction des codes de beauté qui sont imposés par la culture occidentale. Donc là on va avoir Yingxin, La Chapelle, Kent Monkman, qui en fait prennent ces codes pour en montrer d'une certaine façon l'absurdité, à quel point en fait ils ne peuvent pas être appliqués à tout le monde, puisque ça correspond en fait à des femmes très précises, qui elles-mêmes sont irréalistes, hein, c'est une déesse, en général c'est difficile de pouvoir avoir exactement le corps de la déesse même de la beauté et de l'amour. Et enfin, on a une troisième tradition qui est extrêmement intéressante et que j'identifie surtout dans la culture afro-américaine, mais qui est en train, je trouve, de se développer, c'est l'hommage aux représentations militantes, politiques précédentes, donc notamment avec Gospel Roof qui va être réassimilé aujourd'hui par des artistes contemporains, Beyoncé qui rend un hommage aux représentations précédentes et finalement qui trace des lignes extrêmement longues entre tous ces points. Donc voilà, un peu 3 directions que je compte explorer à partir de ce dossier et je vais me taire à présent. Et je vous remercie.